Affaire trafic présumé d'enfants au Niger. La Cour de cassation de Niamey a décidé pas de procès pénal pour l'opposant Ama Amadou. Au Brésil, l'ex-président Inácio Lula mobilise les syndicats contre ce qu'il appelle le coup d'État institutionnel. Puis démarrage mercredi des tables rondes entrant dans le cadre du Festival international du théâtre du Bénin, c'était à Cotonou. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séquence d'informations. Au Niger, pas de renvoi en correctionnel de l'affaire du présumé trafic d'enfants dans laquelle est impliqué l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou. La Cour de cassation de Niamey a en effet estimé qu'en l'état, la procédure civile était prioritaire. Plus de précisions à travers ce reportage. Lentement, l'étau semble se desserrer autour de l'opposant candidat malheureux Ama Amadou dans la présumée affaire de trafic d'enfants. La très attendue décision de la Cour de cassation vient de décider de l'annulation de l'arrêt du 13 juillet qui renvoyait l'affaire en jugement devant un tribunal correctionnel, apportant du coup de l'eau au moulin de l'avocat de la mise en cause. Nous sommes naturellement confortés parce que nous l'avons dit. Quand ce que vous avez prédit est arrivé, vous ne pouvez qu'être conforté. C'est une question simplement de droit. Pas de polémique. Pour maître Mossi Boubacar, la Cour, par sa décision, vient de lever tout équivoque et il va falloir en tenir grand compte. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette décision, cet arrêt de la Cour est cassé et annulé. De sorte que la seule décision qui a valeur, qui a force de décision aujourd'hui, c'est le jugement du premier juge qui s'est déclaré incompétent et qui a dit qu'à défaut d'une procédure préalable pour statuer sur la filiation, il ne peut pas y avoir de procédure pénale. Dans cette affaire impliquant une vingtaine de personnes, Ama Amadou a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un montage politique destiné à l'empêcher d'être élu président. Le pouvoir, lui, parle de dossiers de droit commun et d'indépendance de la justice. Jusque-là, le mystère reste tout entier. Le président nigérien Mahamadou Issoufou, réélu pour un deuxième quinquennat, a proposé mercredi un gouvernement d'union nationale à l'opposition. Cette dernière a boycotté le scrutin du 20 mars et n'en reconnaît pas les résultats. Il a par ailleurs évoqué la question de sécurité comme un défi majeur. Je considère qu'il faut travailler sur 3 plans. Sur la démocratie dans nos pays, sur la sécurité, sur le développement. On a commis l'erreur par le passé, avec les programmes d'ajustement structurel, de se désengager des secteurs sécuritaires. C'est une erreur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nos pays sont tellement faibles pour pouvoir se défendre que tout développement est impossible. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'infrastructure, rien ne peut être réalisé sans sécurité. Les 3 aspects sont liés. Sécurité, développement et démocratie. Et c'est pour cela, moi, c'est sur ce triptyque que je suis en train de travailler au Niger depuis 5 ans. Et je continuerai à travailler sur les 3 questions qui me paraissent essentielles, fondamentales, la sécurité, la démocratie et le développement. Déjà, on a beaucoup progressé du point de vue de l'indice du développement humain. Nous allons continuer à travailler sur les mêmes questions, sur les infrastructures, sur l'alimentation des Nigériens, sur la santé, sur l'éducation. Nous sommes en train de progresser avec un taux de croissance de 6%. On a fait 6% en moyenne pendant les 5 dernières années. Et mon objectif, c'est de faire 7% pendant le prochain mandat, taux de croissance économique annuel, 7% pendant le prochain mandat. Nous allons continuer à travailler pour que le maximum de Nigériens aillent à l'école et soient maintenus à l'école le plus longtemps possible. Et c'est pour cela que je me suis fixé pour objectif l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un enfant nigérien à l'école, c'est 5 ans. Je veux porter cette durée à 10 ans. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui cumule 32 années de pouvoir à la tête de son pays, a été réélu dès le premier tour lors du scrutin présidentiel du dimanche avec 60% des voix. Ses premières impressions à l'issue de la proclamation des résultats à travers cet élément. Le scrutin s'est déroulé de la manière la plus ouverte et nous venons de suivre
les résultats. Pour ma part, je me félicite de ces résultats qui, je l'espère, traduisent la réelle volonté du peuple. Nous engagerons toutes nos forces pour atteindre les objectifs tels qu'ils ont été fixés par le programme. Et naturellement, nous resterons au service de notre peuple. Et justement, par rapport à cette victoire de Denis Sassou Nguesso, l'équipe de campagne du candidat de l'opposition Guy Brice Parfait Colélas, deuxième à l'élection, dénonce une fraude massive lors du scrutin et des résultats faux. Pour elle, la réélection au premier tour du président relève de la magie. Suivons à présent le porte-parole du candidat. Les résultats qui ont été annoncés par la CENI, aussi partiels qu'ils soient, sans faux et de nul et non-avenu. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. Nous sommes dans une logique de contestation légale des résultats électoraux. Nous sommes dans une démarche consensuelle parce que nous considérons que le bon sens demeure jusqu'à ce jour, en tout cas nous l'espérons, le sentiment humain le mieux partagé. Ne comptez pas sur nous, notamment sur Guy Brice Parfait Colélas, pour rentrer dans une épreuve de force ou de violence. Il n'est point question pour notre part. Nous resterons dans la légalité républicaine. Du Congo, rendons-nous à présent au Sénégal. Après la proclamation des résultats du référendum constitutionnel de dimanche, les représentants des deux courants se sont prononcés sur les chiffres. Le courant du oui défend sa victoire, largement critiqué au regard du faible taux de participation. De son côté, les partisans du non expriment n'être pas déçus par le résultat obtenu. Un micro-trottoir réalisé par Tchèque Berté, notre correspondant au Sénégal. Quand on compare le Sénégal de 1963 au Sénégal de 2016, en matière électorale et en matière de démocratie, vous savez quand même qu'on fait des erreurs extrêmement graves. En 1963 et en 1970, le Sénégal, comme partout en Afrique, c'était des élections qu'on gagnait à 99%. Donc ce n'est pas comparable. Prenez maintenant le référendum de 2016. En réalité, c'est à mi-mandat. Quel que soit un président de la République, à mi-mandat, il a quand même des contestations et des contestataires qui se retrouvent autour de ça. Ici, pas autour de son bilan, mais autour de sa personne. En tout état de cause, le peuple sénégalais qui est mûr, qui est un peuple qui observe et regarde où se trouve la vérité, a jugé qu'il fallait soutenir les 15 points. Il n'y a aucune déception de notre part. Si vous regardez par exemple le taux de participation à ce référendum-là, cela signifie beaucoup de choses. Un référendum tel que ça s'est passé depuis que nous faisons des référendums au Sénégal, c'est qu'il y a une adhésion massive des populations. Et on en sort en général avec un pourcentage de variant entre 90 et 99%. Donc aujourd'hui, si on se retrouve avec un taux de participation de moins de 40%, il y a une lecture à faire. Hein. Nous, de l'opposition, il n'y a véritablement aucune déception. Et les enseignements que nous pouvons tirer de ça, c'est que la population n'a pas porté son adhésion donc, au projet du président Macky Sall. Au Brésil, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva a mobilisé mercredi les syndicats contre le coup d'État institutionnel visant, selon la gauche, la chef de l'État Dilma Rousseff. En effet, la présidente est menacée de destitution au Parlement. Reportage. En pleine récession économique, le géant émergent d'Amérique latine est ébranlé par une crise politique historique envenimée par le méga scandale de corruption Petrobras. Les nuages continuent pourtant de s'accumuler au-dessus du camp présidentiel. Il ne faut pas faire de coup contre Dilma parce que nous, on ne va pas le permettre. J'ai accepté le poste de chef de cabinet parce que je suis pleinement conscient que je peux aider Dilma avec ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire parler.
quiconque faire ça. Le géant de BTP, Odebrecht, au cœur du scandale Petrobras, a annoncé sa collaboration définitive avec les enquêteurs en échange de futures remises de peine. Dès mercredi a fuité dans la presse une liste bien embarrassante de plus de 200 politiciens de 18 partis dont Odebrecht aurait financé les campagnes électorales, parmi lesquelles le chef de l'opposition, Aécio Neves. Dans cette liste figurent certains personnages clés de la vie politique du pays. Le président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, qui dirige le processus d'impeachment contre Mme Rousseff, celui du Sénat, Renan Calheiros, l'ancien président José Sarney, le maire de la ville olympique de Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Essa operação de combate à corrupção é uma necessidade para esse país. Ce combat contre la corruption est une nécessité pour ce pays. Cette opération Lava Jato est une nécessité pour le pays. Ils disent qu'ils vont récupérer je ne sais pas combien de millions, mais j'aimerais bien demander à ce groupe de travail, aux juges moraux, combien ils pensent que cette opération va coûter à l'économie brésilienne. Se eles estão discutindo quanto essa operação já deu de prejuízo à economia brasileira. Soupçonné de corruption et blanchiment d'argent dans l'enquête Petrobras, Lula a dit mercredi attendre patiemment de savoir s'il pourra assumer ses fonctions de chef de cabinet, quasi Premier ministre de Dilma Rousseff. Sa nomination a été suspendue pour possible entrave à la justice en attendant une décision collégiale définitive du tribunal suprême fédéral, sans doute la semaine prochaine. Au Bénin, le Festival international du théâtre FITEB a été lancé mercredi par son directeur Éric Hector Mpé. Et ceci en marge des activités du festival prévues du 23 au 31 mars 2016. C'est autour du thème 25 ans de FITEB, théâtre, démocratie et développement au Bénin et en Afrique que le directeur du FITEB, Éric Hector Mpé, a procédé ce mercredi au lancement officiel de la table ronde du FITEB. Cette 13e édition de la table ronde du FITEB, qui va se tenir les 23 et 24 mars 2016 à Cotonou, permettra aux partisans culturels de faire une comparaison depuis la période révolutionnaire jusqu'à la démocratie afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes qui minent ce secteur. Théâtre, démocratie et développement, parce qu'il y a une relation entre l'art théâtral et la vie dans la cité, la vie politique, la vie démocratique. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce thème. Et il faut rappeler que ce sont les hommes du théâtre qui ont éveillé les consciences dans les années 80 par leur spectacle pour drainer les peuples, surtout chez nous, vers la révolution qu'on a eue qui a conduit à la conférence nationale. C'est pourquoi nous avons mis ce thème, parce que notre démocratie a aujourd'hui 25 ans et notre FITEB fête ses 25 ans. Le directeur du FITEB a initié une table ronde pour que nous puissions témoigner du passé, le parcours qu'on a eu, afin que ça puisse édifier les jeunes à travailler pour que notre théâtre soit, afin que le FITEB soit mieux fourni qu'aujourd'hui, pour que ce FITEB-là puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés depuis sa création. Ainsi, du 23 au 31 mars 2016, les villes de Cotonou, Abomey, Lobogor, Porto Novo et Parakou vont accueillir les différentes activités prévues dans le cadre de ce festival. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir témoigné une fois de plus de votre fidélité. Restez donc scotchés au programme de Sika. À très bientôt.